Bonjour, je m'appelle Catherine et dans le spectacle Une lune entre deux maisons, j'interprète le personnage de Plume. Bonjour, moi c'est Émilie Dionne et je joue Taciturne. Je m'appelle Marie-Ève Huot, je suis la directrice artistique du Carrousel, compagnie de théâtre basée à Montréal, et je suis la metteur en scène d'Une lune entre deux maisons. Quand je faisais des exposés oraux à l'école, j'aimais beaucoup capter l'attention de mes partenaires de classe. Puis ce qui me rendait vraiment heureuse, c'est de capter l'attention sans parler de moi, mais en étant un personnage. Donc, grâce à des professeurs vraiment inspirants, mais ça m'a beaucoup aidée. Puis j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Je dirais qu'adolescente, ça m'a permis de me créer un cercle social vraiment solide, de me rassembler autour de gens qui me ressemblaient. Puis finalement, plus vieille comme adulte, bien, j'ai réalisé que c'était une passion trop forte pour que ça soit vraiment un hobby et que la création puis tout le partage qu'il y avait dans le processus de création était quelque chose de très important pour moi. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait une école de théâtre et j'ai poursuivi. Toi, Émilie, pourquoi tu as choisi de faire du théâtre? Moi, ça a été une évidence, mais j'étais dans les coulisses d'un théâtre. J'avais 18 ans à peu près. Je ne pensais pas faire ça dans la vie, mais je gardais une toute petite fille de deux comédiens et j'étais dans les coulisses et je les regardais jouer. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur scène, je veux incarner des personnages, je veux rencontrer un public, je veux vivre des émotions et en faire vivre aux gens. C'est comme ça que c'est venu. Je suis entrée à l'école après. C'est beau. Oui. Moi, je suis arrivée au théâtre d'une manière très naturelle aussi, comme vous deux, dans le fond. J'ai eu la chance d'aller au théâtre, au concert, au musée, en fait, au spectacle vivant en général, puis au musée aussi, avec mes parents. Et puis, grâce à ça, à ces sorties, à ces expériences artistiques-là, j'ai eu accès à un paquet d'univers auxquels j'aurais pas eu accès sans les arts vivants. Puis, en grandissant, j'ai eu envie de transmettre au public, mais particulièrement aux petits, ce que moi, j'avais découvert quand j'étais petite. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment dans un souhait de transmission, finalement, que je suis entrée dans le monde du théâtre. Ouais. Puis, Émilie, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse de faire dans le théâtre jeune public, d'être une interprète qui joue notamment pour le spectacle, pour le théâtre adulte, mais aussi pour les publics d'enfants? Oui, c'est vrai que j'ai fait plus de spectacles pour les enfants depuis 20 ans, mais ce que j'aime, c'est imaginer les enfants rentrer à la maison après une représentation et en parler avec leurs parents, avoir des émotions. Ils ont vécu des sensations, ils ont des images dans leur tête, ils racontent ça. Je suis fière, en fait, de faire partie de leur parcours. Je suis fière de m'imaginer que, je suis allée au théâtre et j'ai peut-être envie d'y retourner. Papa, maman, j'aimerais ça retourner au théâtre, c'est beau. Donc, c'est vraiment pour ça que je le fais, mais c'est naturel aussi. Je sais pas, j'ai des enfants, puis j'aime imaginer que les enfants vont au théâtre. Toi, Catherine? Mais ma mère travaille en garderie, donc depuis longtemps, j'ai été en contact avec des enfants. Mais ce que j'aime particulièrement, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai un coup de foudre instantané pour leur spontanéité, leur authenticité. Ça me touche particulièrement. C'est aussi pour moi comme un legs, une passation qu'on leur fait, peut-être parce que c'est grâce à ça, très jeune, que ça m'a permis de m'émanciper vraiment beaucoup. Puis j'ai comme envie aujourd'hui de transmettre cette passion-là, particulièrement à des enfants. Puis je trouve qu'on est chanceuse dans une lune entre deux maisons de pouvoir avoir un dialogue avec eux. Puis je dis un dialogue, c'est pas parce qu'on leur parle directement. Il y a quand même pas une barrière, il y a comme un filtre entre nous, mais en même temps, on est capable je les entends, j'entends leur rythme, j'entends leurs réactions. Puis je leur réponds un peu indirectement. Donc, c'est comme un dialogue que je me sens vraiment privilégiée d'avoir avec eux. C'est comme ils sont vraiment complètement dans l'instant présent. Puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ouais. C'est drôle, tu parles d'instant présent, puis c'est une des choses pour laquelle j'aime tant faire du théâtre jeune public. En fait, j'aime les enfants, j'aime les adolescents. En fait, c'est le groupe social qui m'intéresse le plus, les jeunes. J'aime les voir s'étonner, j'aime les voir être curieux devant tout, devant le monde.
sais, quand je parle d'étonnement, c'est cette capacité à s'émerveiller, à suivre un fil qui va les guider, on ne sait pas où, mais en tout cas, eux, ils vont le suivre, ce fil-là, puis ils vont aller jusqu'au bout. Je trouve ça complètement inspirant. Je trouve ça rassurant aussi d'être avec des êtres humains qui sont tellement présents ici, maintenant. Et puis, tu sais, tu parlais de transmission, j'en ai parlé aussi. Il y a cette envie-là aussi de dire aux enfants qu'on sait qu'ils vivent dans le même monde que les adultes. C'est pas un groupe à part, ils font partie du quotidien, ils font partie de la société. J'ai envie de leur dire, on vous fait une place au théâtre comme dans la vie. On sait que vous sentez les mêmes choses que ce qu'on vit, que ce qu'on sent. C'est sûr que, bon, quand on lit dans le journal à propos des guerres, à propos de tout ce qui se passe en ce moment, les enfants n'ont pas accès à cette information-là de la même manière, mais ils sentent les choses, ils sentent ce que vivent les adultes, et donc ils sont conscients de l'état des choses. Et puis, donc j'ai eu envie de créer des spectacles qui les feraient sentir intégrés à la société, mais aussi intelligents. Et puis, je pense que tous les êtres humains, à partir de un jour jusqu'à 150 ans, bien, que tous les êtres humains ont envie de se sentir intelligents. Et quand ils viennent voir des propositions théâtrales, ils sont assis à leur place et puis ils s'étonnent, ils s'intéressent, ils découvrent. C'est pas toi, Émilie, comment tu te prépares mentalement quand tu joues un spectacle pour enfants, ou que c'est pour toi c'est différent de quand tu joues pour un tout public ou... Pour moi, c'est exactement la même préparation. Ça demande la même rigueur, jouer pour les adultes ou pour les enfants. J'arrive 2 heures à l'avance, 1h30. Je réchauffe ma voix, je réchauffe mon corps, je révise mon texte. C'est toujours la même préparation. Par contre, quand on est sur scène ensuite, ça demande beaucoup plus de concentration quand on joue pour les petits. Puis c'est très positif ce que je dis. Pourquoi ça demande plus de concentration? Parce que les enfants vous l'avez dit, sont tellement dans le moment présent, ils vivent tellement les choses intensément qu'ils font fi des conventions, eux autres. Ils n'ont pas de filtre. Donc, ils vont répondre, ils vont réagir. Souvent, ils te répondent, Catherine, à tes questions que tu te poses à toi-même. Mais non, c'est ça, c'est ça. Puis c'est parfait. On aime ça, les entendre. Moi, je suis cachée dans ma maison. Oh mon Dieu, il a dit ça, il a dit ça. Des fois, j'ai les larmes aux yeux, mais c'est tellement touchant. C'est ça que j'aime. Mais pour nous, ça demande d'être vraiment, vraiment solide et de connaître notre partition à l'envers, à l'endroit, parce que des fois, ils sont plus forts que nous, parfois. C'est un mur de loup, c'est un mur de rire. Marie-Ève, tu dis que ce qui t'intéresse, c'est de créer des spectacles qui sont intelligents, où est-ce que les enfants se sentent intelligents autant que des adultes. Mais on sait que le Carrousel crée souvent des spectacles qui abordent des sujets forts, parfois difficiles. Puis, est-ce que tu penses que ça s'adresse à tous? Comment tu vois ça? Bien, c'est une belle question. En fait, oui, je pense que les spectacles du Carrousel s'adressent à tous les publics, aux petits comme aux adultes aussi qui accompagnent les petits. Je fais vraiment confiance en l'intelligence cérébrale des spectateurs, mais aussi à leur intelligence sensorielle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne regarde pas un spectacle, en tout cas, moi, je n'aborde pas la mise en scène en me disant il faut qu'ils comprennent uniquement avec leur tête. Aller au théâtre, c'est de vivre des choses, c'est de les sentir, c'est de rire, c'est de se poser des questions, c'est d'être dérangé, c'est d'être bousculé. En fait, je n'ai pas envie d'offrir une proposition confortable. Quand je dis ça, en fait, confortable, c'est qui laisse les gens indifférents. J'ai envie que les gens ressentent des choses. Quand tu arrives devant des adultes ou des professeurs, puis que tu sais que tu dois leur parler d'un spectacle qui aborde un sujet de deuil, de guerre, ou des sujets qui, parfois, vont hérisser un peu le poil des adultes, comment tu les rassures? Comment tu leur parles pour les convaincre ou pour les rassurer sur le fait que les enfants sont capables de voir des spectacles comme ça? Mais encore une fois, je réitère la notion de confiance. Faire confiance comme adulte qui accompagne les enfants ou les adolescents au théâtre. Faire confiance à l'intelligence sensible et intellectuelle, ou en tout cas cérébrale des jeunes, leur capacité à entrer dans des univers, leur capacité à avoir une lecture symbolique des choses. On a souvent
l'impression, pas que au théâtre, je trouve comme société, on nivelle beaucoup par le bas, comme si les gens ne comprenaient pas, comme si les gens n'étaient pas intelligents, mais c'est le contraire, en fait. Les gens sont très intelligents, puis ils ont envie de s'élever, ils ont envie de sentir que, ben coudonc, je suis pas si mal que ça, finalement. Mais en tout cas, pour répondre un peu plus précisément à ta question, tu sais, je peux peut-être parler un peu en fait, je les connais, les causeries philo Oui. qu'on a développées au Carrousel qui viennent en amont des représentations. Et puis, en fait, cette idée-là, c'est d'entrer en contact dans un premier temps avec les jeunes spectateurs, avec leurs enseignants, enseignantes. Et donc, c'est de les préparer d'une manière philosophique aux sujets qui seront abordés pendant les spectacles. Donc, on travaille souvent à partir d'œuvres d'art ou encore de photographies, et des photographies ou des œuvres qui abordent les mêmes thématiques que le spectacle qu'on va jouer devant ces jeunes-là, devant ces publics-là. Et puis, donc, ça nous permet d'analyser ces œuvres-là, de se poser des questions. Par exemple, si une toile évoque beaucoup de tristesse, bien, on peut se demander collectivement, est-ce que la tristesse est un état qui est confortable? Est-ce que ça dure pour toujours? Est-ce que c'est permanent ou impermanent? Ah bon? Et si c'est impermanent, donc comment on fait pour se sortir d'une tristesse? Comment on fait pour se sortir d'un deuil? Est-ce qu'il y a des choses précises qu'on peut faire pour se soulager? Bon. Donc, c'est toute une approche comme ça qu'on a développée au fil du temps, puis qui permettent aux jeunes et aux profs, encore une fois, de venir au théâtre et d'être prédisposés, de se dire « Ah, il y a des choses qui se sont placées dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. » Et quand ils voient la pièce, quand ils l'absorbent, ils se disent « Ah, je le connais, ce chemin-là. On a parlé du deuil avant la représentation, puis je sais que je suis capable d'entrer en contact avec ces questions-là, avec ces thématiques-là, sans en être effrayé, sans avoir le vertige. Et puis, je pense que ces ateliers-là permettent aux profs de se sentir un peu plus compétents, un peu plus en sécurité, parce qu'ils se disent, bien, finalement, les jeunes, ils savent c'est quoi la tristesse, ils savent c'est quoi le deuil. Et puis, donc, je pourrais en parler, puis peut-être aller un peu plus loin que ce que j'aurais pensé au préalable. Et puis, une dernière chose aussi que j'aime bien dire aux profs et aux jeunes, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire du théâtre dans la vie, c'est que, par exemple, ici, on est dans une salle de 200 places à peu près. Il va y avoir peut-être 200 spectateurs. Ils vont chacun avoir une position dans l'espace. Personne va avoir exactement la même vision physique de la représentation, mais aussi la même perception émotive du spectacle. Et c'est ça qui est beau, c'est la richesse de l'art, je crois, c'est que il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas une bonne façon d'accueillir une œuvre, c'est multiple, c'est personnel, c'est d'une richesse infinie. Et donc, s'il y a 200 places ici, c'est qu'il y a 200 bonnes manières de recevoir une œuvre. Et c'est pas grave si on n'a pas aimé ça. Et c'est pas grave si on n'a pas tout compris. Parce qu'en fait, ça va continuer de cheminer dans notre esprit. Et c'est peut-être 2 ans plus tard, au détour d'un coin de rue, qu'on va faire « Ah, c'est ça que ça racontait. » Ou c'est ça qui s'est passé en dedans de moi à ce moment-là. Donc, les liens se font dans le temps. C'est ça qui est beau. Toi, Catherine, qui est comédienne, mais aussi médiatrice culturelle, qu'est-ce que tu apprécies de ces 2 volets de ton métier? Comment tu abordes ça? Bien, d'abord, il faut savoir qu'au Québec, être comédien, comédienne, c'est pas... on est des employés, on est des travailleurs autonomes. Donc, c'est pas un métier qu'on a tous la chance d'exercer à temps plein. Et donc, moi, je revenais chez moi après un spectacle, puis je me disais, mais OK, c'est terminé, mais quoi après? Qu'est-ce qui reste après de ça? Puis avec le Carrousel, j'ai découvert la médiation culturelle. Puis quand j'ai découvert ça, ça a été comme une révélation. Pour moi, ça faisait tout son sens. T'sais, comme artiste, pour moi, c'était comme la continuité, c'était comme une extension du métier, du pourquoi j'avais eu envie de faire ça. Après, je découvre de plus en plus la médiation culturelle. Puis pour moi, c'est vraiment l'idée des rencontres, l'idée des échanges, l'idée de vraiment permettre une démocratisation de l'art et donc que ça soit accessible vraiment à tous. Puis ce que je trouve aussi formidable, c'est que, tu sais, j'aime la danse, j'aime la musique, j'aime l'art visuel. Puis je pense qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous chercher. Puis je trouve que c'est un peu le défi d'un médiateur, c'est vraiment de trouver comment faire pour aller chercher Émilie, comment faire pour aller chercher Marie-Ève. C'est que tu te retrouves devant une vingtaine d'individus. Puis pour moi, c'est comme un défi de trouver
comment je vais faire pour aller chercher ces 26 paires de yeux-là pour qu'ils soient intéressés. C'est drôle, Ouais. tu dis ça, puis comme metteur en scène, je travaille beaucoup avec ce principe-là derrière la tête. À chaque fois que je développe un nouveau spectacle, je me dis toujours, je veux que chaque personne qui viendra le voir se sente interpellée. Je veux que chacune des spectateurs, spectatrices se dise, ce spectacle-là, il était pour moi. Que ce soit pas une œuvre hermétique qui puisse figurer au panthéon des meilleures œuvres. Tant mieux si ce le sera, mais ultimement, ce que je veux, c'est que, bien que le sujet puisse être fort, que ça peut être difficile, exigeant, que les spectateurs, spectatrices se sentent inclus dans la représentation, parce qu'en fait, sans le public, nous n'existons pas. Donc, autant ils ont besoin de nous pour peut-être rentrer dans des mondes différents, autant nous avons besoin d'eux pour que notre métier puisse prendre son sens, exister exactement. Oui, c'est vraiment ça. Puis, il y a aussi toute une recherche. On peut un peu impliquer aussi de la pédagogie à travers la médiation culturelle, au sens où j'ai déjà été lire le dossier pédagogique complet des écoles secondaires avec à chaque année ce qui est important d'apprendre. Donc, c'est comme ça devient, tu bâtis un projet, puis tu as l'impression c'est ça. Pour moi, c'est complet, oui, c'est global. Tu dis, OK, on doit travailler le travail collaboratif. Super. Fait que dans ton projet, tu ajoutes le travail collaboratif, puis, mais il y a pas tu vas pas donner une note après. Il n'y a pas un j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. C'est que tu couvres un ensemble de possibilités, puis après ça, les gens prennent ce qui leur parle, puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, en fait. Ouais, voilà. Il y a Michel de Sarrazac qui a écrit « Je vais au théâtre voir le monde ». Je pense que ça résume bien notre métier puis notre vision des choses. C'est qu'on va... Nous, on fait du théâtre pour présenter, pour proposer des mondes. Puis j'espère bien que quand les spectateurs viennent à notre rencontre, ils les découvrent puis ils les apprécient, ces mondes-là. Oui. Si jamais la rencontre n'a pas tout à fait lieu, je me dis toujours « c'est pas grave » parce que c'est à force d'en voir des propositions artistiques, des propositions théâtrales, de danse, de cirque, qu'on finit par apprécier puis à savoir décoder certaines choses d'une représentation qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins. Donc, on sort de « le théâtre, c'est pas pour moi, le cirque, c'est pas pour moi », mais plutôt « ah, il y a ça du théâtre que j'aime, il y a ça du cirque que j'aime, il y a ça de la danse qui me transporte ». Puis je trouve que ça assouplit finalement la vision des choses, puis la pression finalement qu'un spectateur ou une spectatrice peut se mettre. Faudrait comme bannir la question après un spectacle « As-tu aimé ça? » Faudrait vraiment se demander comment tu te sens. Ça serait vraiment intéressant. Comment tu te sens? Parce que pour moi, c'est la phrase à bannir. Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu retiens? Mais as-tu aimé ça? Je trouve ça toujours très confrontant. Et comme comédienne, moi, de le demander à un spectateur après, et quand une de mes amies comédiennes ou un de mes amis me demande « Puis, as-tu aimé ça? » Je trouve que c'est comme... c'est pas la bonne question. On devrait voir justement le monde différemment, ce qu'on vient de voir. Merci les filles. Merci.